L'imbroglio autour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, elle repose toujours en Belgique. Son transfert en RDC était prévu le week-end prochain, sauf que la famille de l'opposant annonce un report. C'est le lieu de l'enterrement qui pose problème. Le site de la Gombe proposé par les autorités ne fait plus l'unanimité. Ses proches veulent désormais ériger un mausolée au siège de son parti à Limete à Kinshasa. Une réunion aura lieu mercredi sur le sujet. On reste en RDC pour suivre le quotidien d'enfants réfugiés. Ils sont des milliers à vivre à la frontière avec la Centrafrique. Depuis 3 ans, ils sont pris en charge par l'UNICEF, mais le financement commence à manquer et l'aide pourrait disparaître. Exemple à Likwala sur des images commentées par Laurent Bertécher. Ce centre d'accueil prend en charge près de 400 enfants depuis plus de 2 ans. Nourriture, hygiène, éducation et santé. Ici, tous les besoins essentiels sont couverts. Une aide indispensable pour ces enfants réfugiés, principalement originaires de Centrafrique. Nous passons régulièrement chaque semaine pour essayer de faire un screening nutritionnel et faire aussi le déparasitage systématique de ces enfants-là. Ils dépendent strictement de l'aide humanitaire et cette aide humanitaire par moment n'est pas suffisante. La plupart de ces enfants ont fui les violences. Certains ont même perdu des membres de leur famille. Les éducateurs espèrent les aider à surmonter ces traumatismes et à retrouver une vie normale à travers des activités ludiques et créatives. Mais le centre, soutenu par l'UNICEF et l'ONG Terre sans frontières, manque cruellement de moyens et pourrait fermer s'il ne trouve pas de nouvelles sources de financement. Les enfants sont déjà habitués chaque fois, le matin, avec leurs grands frères et leurs grandes sœurs, viennent à l'école. Mais si ça bloque, vous voyez qu'ils vont rester et ça va aussi causer un problème au niveau de leurs études. Donc nous souhaiterons, si les bailleurs vraiment peuvent nous aider jusqu'à la fin de l'année. D'après les Nations Unies, les violences ont poussé environ 460 000 personnes à quitter la Centrafrique depuis 2013. Plus de 100 000 d'entre elles se trouveraient aujourd'hui en RDC. Toujours aucune nouvelle des 200 lycéennes de Chibok au Nigeria. Les jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram depuis bientôt 3 ans. Goodluck Jonathan dirigeait alors le pays. Et d'après The Guardian, à l'époque, l'ancien président aurait refusé l'aide de l'armée britannique. Cette dernière avait pourtant repéré la position des otages grâce à des photos satellites. Mensonge, répond un ancien conseiller du président. On retrouve à Lagos Moïse Gomis. Effectivement, il contre-attaque même en indiquant dans un communiqué qu'au contraire, Goodluck Jonathan avait sollicité l'aide de la communauté internationale. Le communiqué dit qu'il s'est impliqué en écrivant personnellement à ses ex-homologues présidents Barack Obama et François Hollande, ainsi qu'au Premier ministre britannique de l'époque David Cameron. Goodluck Jonathan se défend en mettant aussi en avant les contacts pris par les services de renseignement du Nigeria avec ceux du Cameroun, du Niger et du Tchad. Dans le communiqué, l'ex-président ne nie pas les multiples rencontres avec les militaires britanniques, comme indiqué dans l'article du Guardian. Néanmoins, Goodluck Jonathan insiste sur le fait que le Nigeria a autorisé des forces étrangères à survoler son territoire et à mener des opérations pour secourir les jeunes lycéennes. Mais de nombreux confrères ici au Nigeria mettent aujourd'hui en perspective ce communiqué avec les déclarations de l'époque, citant par exemple le gouverneur de l'État du Borno qui à l'époque reprochait à Goodluck Jonathan de ne l'avoir pas appelé durant moins de 18 jours après le kidnapping des jeunes filles, ou encore les doutes formulés par Goodluck Jonathan lors du démarrage de la campagne nationale et internationale Bring Back Our Girls. L'ex-président, à l'époque, évoquait même une manipulation de l'opposition. La mise au point rapide de Goodluck Jonathan prouve au moins une chose, c'est que la situation des 195 jeunes filles de Chibok encore captives est bien un sujet sensible pour lui, même 1057 jours après leur enlèvement. Et puis, il était le grand favori du FESPACO. Il a été confirmé par le jury. Alain Gomis repart avec la plus grande distinction, l'étalon d'or, donc, pour féliciter. Déjà primé au Festival de Berlin en février dernier. France 24 vous fait revivre le palmarès à Ouagadougou avec Bengali Touré et Kelly Doussi. C'était son grand soir. À 44 ans, Alain Gomis remporte cette 25e édition du FESPACO. Il devient le 2e réalisateur après Souleymane Cissé à remporter 2 étalons d'or. Son film Félicité raconte l'histoire d'une jeune chanteuse de bar congolaise qui doit trouver l'argent nécessaire pour soigner son fils victime d'un accident de moto. Vraiment, dès le départ, il était question de venir ici.
C'est pour ça qu'on voulait aussi aller à Berlin et pas attendre Cannes. Donc pour moi ici c'est vraiment très important. C'est vraiment un deuxième étalon, c'est plus que tout franchement. Avec une sélection assez inégale, le palmarès fut très politique. En témoignent 7 images, les présidents Roch Kaboré et Alassane Ouattara assis côte à côte. Le FESPACO, c'est également des colloques. Cette année, l'accent est mis sur la formation et les métiers du cinéma. Pour que cette force incroyable que représente l'industrie de la culture n'échappe pas aux Africains, il faut commencer à former de façon extrêmement puissante pour que demain, l'histoire se raconte par les Africains. Le FESPACO reste avant tout une fête populaire qui rassemble toute l'Afrique. Rendez-vous en 2019 pour la 26e édition. Le journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. D'abord, nous irons au Mali. Tombouctou résiste. Un groupe armé a empêché l'installation des autorités dans le nord. Les négociations se poursuivent ce soir avec Bamako. L'urgence pour les enfants réfugiés en RDC. La plupart viennent de Centrafrique. Ils sont pris en charge par l'UNICEF, mais l'argent commence à manquer. Les lycéennes de Chibok auraient-elles pu être libérées juste après leur rapt? C'est ce que révèle le Guardian. D'après le journal, les Britanniques avaient localisé les jeunes femmes, mais l'ancien président Goodluck Jonathan aurait refusé leur aide. Nous serons sur place. On ne peut négocier avec un pistolet sous la tempe. Le représentant de l'ONU au Mali, surpris, déçu, il devait se rendre ce matin à Tombouctou pour assister à une cérémonie cruciale. L'installation des autorités, étape essentielle pour restaurer l'État dans le nord du Mali, elle n'a pas eu lieu à cause d'un groupe armé, le Congrès pour la justice dans l'Azawad. Anthony Fouchard nous en dit plus. Le Congrès pour la justice dans l'Azawad, le CJA, s'oppose au parachutage, je cite, de représentants qui ne maîtriseraient pas, selon eux, les réalités locales. Dès hier, la tension est montée très rapidement à Tombouctou. Des tirs ont éclaté en marge d'une manifestation sans que l'on ne puisse en déterminer l'origine. Une tension qui est restée très vive puisque dès ce matin, les tirs ont repris en rafale, tandis qu'un autre groupe armé revendiquait la prise de plusieurs checkpoints, des checkpoints qui sont censés être tenus par l'armée malienne aux abords de Tombouctou. Conséquence, la délégation officielle qui devait se rendre dans la cité des 333 saints, n'a tout simplement pas décollé de Bamako. Elle n'a pas quitté la capitale malienne. Le représentant de l'ONU qui devait participer au voyage, Keun David C, n'a pas mâché ses mots. Il a condamné la rupture du cessez-le-feu, condamné un comportement inacceptable en précisant qu'on ne négociait pas avec un pistolet sur la tempe. Des négociations qui se sont pourtant poursuivies toute l'après-midi entre le gouvernement et ce groupe armé contestataire. Le nord du Mali où l'armée française est déployée depuis 4 ans, la mission Barkhane se poursuit. 3500 militaires au total, la plupart sont des hommes. Il y a aussi quelques femmes et contrairement à d'autres professions, leurs conditions de travail sont identiques. Reportage de Louis Milano Dupont avec Salima Belhadj. Voici le Tigre, hélicoptère d'attaque et de destruction dernière génération de l'armée de terre française. Dans le cockpit, le lieutenant Magali, 31 ans, première et seule femme à piloter ce genre d'appareil en opération. Je suis consciente de la technologie que j'ai entre les mains et de la puissance de feu qui en découle, mais je ne ressens pas de choses particulières, je suis concentrée en fait. De son côté, avec un hélicoptère Puma, le capitaine Pauline, 28 ans. Elle est chef de patrouille et c'est elle qui dirige les opérations du jour. 10 sur votre fréquence. 10 reçu. Départ de la base de Gao vers un terrain désertique semblable aux zones d'opération pour une séance de tir d'entraînement. Et comme à chaque sortie, les appareils de transport Puma sont escortés par un tigre. Le tigre, c'est un peu notre garde rapprochée, donc on se promène rarement sans hélico d'attaque pour nous défendre. On remplit forcément une mission avec les 2 hélicos. Au total, un peu plus d'une quinzaine d'hélicoptères sont engagés dans l'opération Barkhane au Sahel. Les soldats partagent le quotidien d'une base militaire entre 4 et 6 mois. Et ici, la question de la place des femmes dans un milieu d'hommes est dépassée. Quand on veut parler d'égalitarisme, finalement, dans l'armée, et on est payé exactement la même chose, le même salaire que nos collègues masculins, on fait le même travail, les mêmes horaires de travail, on est finalement peut-être beaucoup moins discriminés que dans d'autres professions, j'ai l'impression. 4000 soldats français sont déployés dans le cadre de l'opération Barkhane.
et un peu moins de 300 sont des femmes. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.